Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très spécial et très centré sur la Turquie et la population turque. Nous allons voir, Inch'Allah, l'impact du changement de l'alphabet sur la population turque. Concernant rapidement un contexte historique, pourquoi l'Empire ottoman utilisait-il l'alphabet arabe ? Il faut comprendre que l'utilisation de l'alphabet arabe pour écrire le turc remonte à la conversion des Turcs à l'islam au 8e siècle, sous l'influence du monde perse et arabe. Avant cela, les peuples turcs utilisaient des alphabets différents, comme l'écriture gökturk et aussi l'alphabet ouïghour. Lorsque les Ottomans établissent donc leur empire au XVIe siècle, ils adoptent officiellement l'alphabet arabe pour écrire le turc, mais en l'adaptant avec des influences persanes, notamment en rajoutant aussi quelques lettres qui n'existaient pas dans l'alphabet arabe, notamment le P. Le turc ottoman devient donc une langue complexe qui mélange du vocabulaire arabe, perse et turc, rendant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture un peu difficile. Donc après la chute de l'Empire ottoman en 1922 et la fondation de la République de Turquie en 1923, Mustafa Kemal engage une série de réformes radicales pour moderniser le pays et le rapprocher de l'Occident, et notamment donc avec ce changement d'alphabet. Aujourd'hui, nous avons avec nous Merve, donc comme vous le savez, dès qu'il s'agit de la Turquie et du peuple turc, nous allons avoir Merve avec nous. Assalamu alaikum Merve, comment tu vas ? Wa alaykoum salam, ça va et toi ? Alhamdoulilah, ça va, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré, je crois que ça fait à peu près un mois, c'est ça ? Ouais, c'est ça fait plus d'un mois, ouais, environ un mois. La dernière fois, on avait parlé de la crise identitaire turque, et du coup là, on se lance directement encore sur un autre sujet sur la Turquie qui est très important, et ensuite nous allons aborder d'autres sujets beaucoup plus intéressants, Inch'Allah. Donc Merve, commençons tout de suite. Quelles étaient les motivations justement derrière la transition de l'alphabet arabe à l'alphabet latin en 1928 sous Mustafa Kemal ? En fait, il y avait plusieurs motivations à cela. Mustafa Kemal avait plusieurs prétentions. En fait, il considérait que ça pouvait être un moyen de faciliter l'apprentissage et l'alphabétisation dans le pays, parce que l'arabe était considéré, comme il le dit, inadapté à la phonétique de la langue turque, rendant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture plus difficile. En tout cas, c'était les prétentions qui étaient envers la langue arabe, et l'alphabet latin, permettrait une correspondance plus directe entre sons et lettres, et ça simplifierait l'alphabétisation dans le pays. Ensuite, une deuxième raison qu'on pourrait citer pour lui, c'était aussi des intentions de créer une identité nationale turque qui serait distincte. Alors, la réforme linguistique faisait partie de ce projet qu'il avait. Et en abandonnant les caractères arabes et en simplifiant la langue turque, il a essayé de vraiment renforcer une identité turque plus homogène. Il voulait moderniser, comme il parle, et notamment au niveau de l'administration, l'économie. En tout cas, c'était ses prétentions. Mais en réalité, ça n'était rien d'autre que une manière d'occidentaliser, et c'était un phénomène de sécularisation, c'est-à-dire que en fait, Mustafa Kemal, il voulait ancrer la Turquie dans le monde occidental, et en fait, c'était une motivation de rompre avec les influences ottomanes et aussi islamiques traditionnelles. Et cette adoption de la langue latine, elle symbolise cette ouverture vers la modernité, vers l'Europe, et ça n'est rien d'autre qu'en fait une manière d'affaiblir l'influence de la religion de l'islam au sein du pays. Bah oui, c'est ça, parce que les Ottomans ont toujours utilisé l'alphabet arabe, quoi, du début jusqu'à la fin. Et donc c'est bizarre qu'à ce moment-là, il décide lui-même de changer l'alphabet parce que ce serait inapproprié pour la phonétique turque. C'est un peu bizarre quand même, parce que pourquoi utiliser un alphabet si elle est inadaptée et autant de temps surtout. Oui, parce que... Et surtout que, voilà, le turc ottoman a adapté quand même l'alphabet arabe en incluant notamment des nouvelles lettres pour justement l'adapter à sa langue, en fait, tout simplement, la langue turque. C'est vrai que c'est abandonné 600 ans d'écriture quand même. La langue arabe, ça a toujours été un quotidien des Ottomans, et c'est pas du jour au lendemain, je pense que ça s'est fait... en un an, ils ont essayé de supprimer complètement, et ça, on en reparlera, Inch'Allah, dans les questions suivantes. D'accord. Je tiens aussi à préciser qu'à la fin de l'Empire ottoman, ou plutôt Devlet Aliye Osmaniye, on dit Empire ottoman pour simplifier, mais je tiens à dire que
l'Empire ottoman ne s'est jamais considéré comme un empire, d'accord? On peut parler d'Empire britannique, etc., mais l'Empire ottoman ne s'est jamais décrit comme étant un empire. Ça a toujours été Devleti Aliye Osmaniye, qui signifie la grande nation ottomane. Voilà, donc à la fin de Devleti Aliye Osmaniye, il est important de comprendre que 10% de la population savait lire et écrire environ, d'accord? Voilà. Maintenant, passons à la question suivante. Comment cette réforme a-t-elle été mise en œuvre concrètement dans la société turque? Bah, en fait, ça a été vraiment légalisé, c'est-à-dire que le 1er novembre 1928, il y a une loi qui a été votée au Parlement turc et ils ont interdit l'écriture arabe et l'alphabet latin devient une écriture officielle. Mhm. Donc, Interdit, vraiment, c'est-à-dire sanctionné. voilà, on sanctionne. Si vous avez le malheur d'écrire en arabe, vous pouvez être arrêté. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé concrètement, hein. En fait, les gens, logiquement, ils communiquent avec des lettres, avec des langues. Enfin, vous voyez, nous, aujourd'hui, on parle par téléphone, mais Par avant, message, etc. par des systèmes de lettres. Ils s'envoyaient des Bien lettres sûr. et avec ces lettres-là, c'était la langue, l'écriture arabe. Donc, forcément que pour les gens, de les interdire, c'est même pas c'est même pas une supposition, c'est même pas une option, vous n'avez pas le choix Oui. de passer dans cette écriture latine. Et il y a des campagnes en fait d'alphabétisation massive, avec notamment ils ouvrent ce qu'on appelle les millet mektebleri. Ouais. Yani millet mektebini açıyorlar. Attends. Ils ouvrent des millet mektebi et c'est en fait des écoles qui permettraient de donner des cours et d'écriture en alphabet latin Mhm. pour montrer l'exemple en fait. Et les enseignants, ils se sont formés rapidement. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'à la base, la langue arabe et la langue latine, l'écriture arabe et Mhm. l'écriture latine étaient sues surtout vis-à-vis des chercheurs, des enseignants. C'était plutôt quelque chose qui était su à l'école. Les gens du commun, les gens qui vivent dans les zones rurales, bien sûr qu'ils ne savaient pas forcément écrire arabe, alors latin encore moins. Donc il y a aussi ce truc-là où c'était un langage de l'élite finalement, de savoir les deux langues. Mhm. Et après cette instauration de cette loi, c'est une langue. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé de manière très brutale. Très brutal, ouais. Et du coup, on était directement sanctionné si on continuait à écrire avec l'ancienne écriture, comme ils le disent. C'est ça. D'accord. Et du coup, quels ont été les effets immédiats de ce changement sur l'éducation, la communication au sein de la population turque? En réalité, il y a eu beaucoup de changements assez brutaux et parmi ces changements, vous passez le journal, vous n'arrivez plus à lire en fait. La D'un presse, coup, ouais. les médias Mhm. ne sont plus lisibles. En fait, Accessible. ce qui est intéressant, c'est que on a des lettrés qui deviennent illettrés. C'est assez intéressant. C'est que ceux qui savent lire l'arabe, ils savent plus du tout lire le latin, ce qui C'est vrai est tout à fait que normal. le peu de personnes qui étaient lettrées, ils se retrouvent illettrés du coup, du jour au lendemain. C'est ça, exactement. Et on peut parler des exemples des librairies, tout est en arabe. Donc, comment on passe les effets immédiats? C'est sûr que là, ils doivent du coup tout retraduire en écriture latine, etc. Et ça devient vraiment difficile au niveau ça pose des questions d'éducation. Ils changent les manuels. Il y a beaucoup de réorganisation aussi des éditions, de la culture littéraire. Voilà, c'est un peu ça, tous ces effets immédiats et assez brutal sur cette réforme-là. Je tiens juste à préciser que quand Merve elle dit les livres étaient en arabe, elle veut dire en écriture arabe, d'accord? Oui, C'était voilà. l'alphabet arabe qui est utilisé, mais c'est du turc ottoman. Pour ceux qui se C'est poseraient ça. la question, d'accord? C'était pas de l'arabe, c'était du turc ottoman, c'est-à-dire du turc écrit avec l'alphabet arabe. Voilà, au moins vous n'aurez pas de doute lorsqu'on dit, par exemple, sans faire exprès, en arabe, d'accord? Ça signifie C'est ça. simplement du turc ottoman. Et donc, ce changement a-t-il contribué à une rupture avec le passé ottoman? Oui, c'est un moyen de rompre avec le passé islamique. On n'a plus accès à notre littérature, à nos histoires, à nos livres, à nos poèmes, à nos architectures, à l'art. Tout ce qui a été écrit par nos ancêtres ne sont plus lisibles. Et c'est vrai que oui, c'est un moyen de rupture énorme avec notre passé ottoman. Donc, c'est vrai que là, du jour au lendemain, on change complètement d'écriture. Maintenant, à peine les Turcs d'aujourd'hui donc, ne sont incapables de lire ce que leurs ancêtres ont laissé derrière eux. Et surtout, Oui. ils ne sont même pas capables de lire les pierres tombales qui datent de 100 ans, quoi.
C'est vraiment Mm, mm. quelque chose Mais même, je d'incroyable. pense même qu'en l'espace de 20-30 ans, c'était Ils plus étaient possible incapables. Mhm. de lire, même pas 100 ans. Directement, la première génération, ils ont été totalement impactés, quoi, tu veux dire. C'est ça, exactement. Subhanallah, ouais. Et ce changement, quand il s'est produit, justement, a-t-il été perçu comme un moyen de moderniser la Turquie ou comme une tentative totale de rompre avec son héritage islamique d'un côté et ottoman de l'autre? Bah, c'est vrai que quand eux, ils ont essayé de proposer cette réforme-là, c'était un moyen de moderniser la Turquie, comme je disais, et pour eux, c'était un moyen d'avancer. Mhm. Mais finalement, en vrai, c'est une vraie tentative de rompre avec son héritage islamique et ottoman. Déjà, la langue arabe, c'est la langue du Coran. Donc Mhm. forcément que tu t'éloignes aussi de ce livre qui est pour nous aujourd'hui très important, très précieux. Et bah non, vous devez savoir lire en latin et vous devez écrire en latin et c'est fini l'écriture en arabe. Donc c'est vrai que c'était une vraie tentative en fait de rompre avec son héritage islamique ottoman et il faut le dire, hein. Faut pas avoir peur parce que je pense qu'en Turquie aujourd'hui malheureusement on peut pas assumer de dire tout ça. D'où l'intérêt de ce podcast et pour lui c'était un moyen de moderniser, laïciser le pays, séculariser. Voilà, c'est tous les termes Le qu'on peut rapprocher de employer. l'Occident. Voilà, exactement. Parce que les Occidents, ils ont la science infuse. Oui, c'était leur vision des choses à l'époque. C'était leur vision des choses à l'époque des partis des jeunes Turcs, à l'époque des kémalistes. Exactement. Et il y a un truc qui est très important de noter, c'était pourquoi en fait les Ottomans avaient-ils adopté l'alphabet arabe? Et ben c'est tout Hmm. simplement parce que c'était l'alphabet du Coran. Et ça c'est très important. Subhanallah. Et ce Hmm. n'est pas parce que voilà ils étaient attirés par cette écriture ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que c'était l'écriture du Coran et c'est pour ça qu'ils l'ont adopté directement quand ils sont devenus musulmans, afin que le Coran soit accessible à tout le monde et que par exemple aujourd'hui un Turc X, voilà, qui est en Turquie, il doit apprendre à lire le Mhm. Coran. L'alphabet arabe, il doit l'apprendre comment prononcer voilà, les mots, les voyelles, etc. parce qu'il ne connaît pas. Et Ouais. alors que normalement, ça aurait été automatique sous l'Empire ottoman. Parce que dès que vous C'est saviez lire c'est le ça. turc ottoman, vous saviez lire automatiquement l'arabe. Et vous savez écrire aussi automatiquement l'arabe, alors qu'aujourd'hui, est-ce que sommes-nous Exactement. capables d'écrire automatiquement comme on écrit en français, avec la même aisance avec des écritures arabes? Non, bien Bien sûr sûr que que non. non. Oui, oui. Il faut vraiment voilà, consacrer énormément de temps et d'énergie si on veut bien sûr revenir à ce niveau-là et apprendre de son côté, bien sûr, comment écrire en arabe, comment lire l'arabe, etc. C'est vrai Mhm. que automatiquement là, on est éloigné sans pouvoir faire quoi que ce soit en fait de notre passé. Parce que nos ancêtres ont écrit pendant plus de voilà, 800 ans avec cette écriture-là, et d'un coup, voilà, on se retrouve à ne pas pouvoir lire leurs livres. S'ils ne sont pas traduits, bah, on ne peut rien y faire. C'est Si on n'a ça. pas appris le turc ottoman, c'est très difficile. Voilà. Et Mhm. donc, quand cela s'est produit, comment les intellectuels, d'un côté, et les religieux ont-ils réagi à cette réforme? En fait, il y a eu deux réactions. Avec d'un côté des gens qui ont accepté la réforme, notamment la jeune génération, les classes urbaines, qui voient en elle un progrès. Voilà. Mais en réalité, les élites intellectuelles et religieuses étaient énormément attachées à l'alphabet arabe et à la tradition islamique. Et eux, bien sûr, ils ont exprimé leur opposition de manière très ferme. Mais malgré ces résistances, voilà, il y avait ce qu'on appelait c'était une organisation pré-kémaliste qui s'appelait Türk Ocakları. Je ne sais pas comment je pourrais traduire ça en français. Türk Ocakları, ça c'est juste le nom de l'organisation Oui, qui considère en fait l'abandon des caractères arabes comme une insulte à la nation. Et là vraiment, cette phrase, je la prends d'un article qui s'appelle La révolution au pied de la lettre, l'invention de l'alphabet turc. mhm, Et pour continuer sur les propos de cet article, il disait que la majorité des professeurs de l'université d'Istanbul, qui étaient dépositaires du savoir coranique traditionnel, ils s'opposaient fermement à cette loi-là. Et encore une fois, au sein même de l'État, il y avait une commission du ministère de l'Instruction publique qui se prononce contre l'abandon de ces caractères arabes. Et notamment en 1927, Ismet Pacha, qui était président du Conseil, il se déclare très hostile à la réforme alphabétique. Et encore plus de cela, il y avait aussi les députés on appelait ça les députés en turban. En oui. fait, c'était les religieux, quoi, et qu'ils étaient assez nombreux à l'Assemblée pour dissuader les dirigeants kémalistes d'initier cette réforme-là par la voie parlementaire, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais oui, il y a eu des formes d'opposition assez sévères et malheureusement, c'était très très répressif vis-à-vis de ces opposants.
Donc à une époque, il y avait des, des turbans dans l'Assemblée en fait. C'est incroyable ça. de C'est pouvoir ça, dire que subhanallah. ouais, c'est incroyable, des députés en turban, c'est incroyable. Je pense que ça serait bien aussi qu'on précise que c'est pas qu'une époque où on change l'alphabet, même si c'est le Bien sujet sûr. du podcast. Voilà, en Turquie, pour justement moderniser le pays, il fallait changer ses vêtements. Le fes, c'est-à-dire c'est le chapeau qu'on avait en Turquie, et le turban ne sont plus Autorisé. autorisés. Maintenant, vous devez porter un chapeau à la cow-boy. Mm, Et voilà, des réformes comme ça qui sont, mais en réalité, mais illogiques et qui marquent vraiment cette rupture avec ce passé ottoman et islamique. On veut vraiment nous changer même notre manière d'être. Notre identité. Subhanallah, c'est pas rien, hein, ce qu'on a vécu il y a 100 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'on en vit beaucoup les conséquences de cette répression, hein. Encore une fois, ils se disent occidentales, démocratiques, mais Mm. tout ça, ça a été fait via la force. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment totalement dommage, surtout quand on pense que les Chinois sont capables de lire 3000 ans d'histoire de leurs ancêtres, et nous, Ouais. on est incapable de lire 100 ans en arrière. Et c'est vraiment quelque chose d'affreux, en fait, qui s'est passé. Il faut vraiment se remettre en question et se demander si l'alphabet arabe était-il réellement inadapté à la langue, ou Mm. bien aurait-il pu être réformé au lieu d'être remplacé. Mm, 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 mm. Qu'est-ce que tu en penses Effectivement. de cela? Bah, l'idée que l'alphabet arabe était complètement inadapté à la langue turque était un point de débat. En réalité, ça posait des défis pour les dirigeants à cette époque-là. Ils disaient que l'alphabet arabe, en fait, ça posait des problèmes, notamment avec le manque de correspondance phonétique. Mhm. Le turc comporte des sons qui existent comme le E, U ou le tché. Et l'alphabet arabe ne distinguait pas forcément ces voyelles-là. Ou alors, il y avait aussi certaines consonnes aussi qui pouvaient être confondues, notamment le K et le G, le K et le G. Et en fait, toutes ces raisons, c'est pas une réelle raison. Parce que finalement, si c'était si inadapté que ça, si c'était vraiment impossible de continuer comme ça, de poursuivre notre république en Turquie, pourquoi ça a duré 600 ans? Mhm. Pourquoi d'un coup on a un changement comme ça, assez radical, et on pouvait peut-être un peu changer des choses, rajouter des voyelles, on pouvait un peu faire des petites modifications pour rendre l'arabe plus accessible à la communauté turque, mais ça n'était pas la solution, c'était pas forcément un remplacement radical. Alors Mhm. là, ça, je pense que c'est pour ça que les motivations derrière qui va revenir souvent, c'est vraiment moderniser la Turquie au sens de occidentaliser, hein, Oui, en pas fait, moderniser. moderniser, d'accord. En fait, c'était juste un prétexte pour pouvoir justement changer l'alphabet, en fait, et Mm. utiliser l'alphabet latin. C'est juste un prétexte, en fait. On se rend compte de cela. Vraiment, Et ouais, c'est ouais. vraiment ça. Et en plus, on parlait des Göktürk. Tu parlais De la de la langue. langue de Göktürk. À la base, nous, on n'écrivait pas en arabe. Mhm. À l'époque des Mongols, etc. Vraiment, c'était vraiment les premières générations de la population turcique. Ils écrivaient avec ce qu'on appelle le Göktürk. Et en fait, si ils se prétendaient si fiers De leur identité de leur nationale turque. identité, pourquoi ne pas être retourné au Göktürk si c'était l'arabe le problème, la langue arabe ou l'écriture arabe, parce que c'est aussi une manière de rompre aussi avec cette géographie Mm, arabe, mm, mm. Rompre avec son passé, surtout son grand passé, son et le grand fait passé. de perdre toute l'histoire, parce qu'automatiquement, si on n'a pas accès à notre passé, au livre d'histoire, on perd notre histoire, tout simplement. Et Ça. surtout, on peut sélectionner ce qu'on veut traduire ou non. C'est Mm. ça le point le plus important, Mm. je pense, c'est la sélection des textes qui vont être traduits par la suite, et bien sûr les textes qui vont arranger le Mm. gouvernement de l'époque, et Ouais, interdire donc les textes, surtout bien religieux, tout ce qui est peut-être Tawsir, etc. Ne pas forcément traduire ça pour les générations suivantes. Et donc on se c'est retrouve avec ça. quoi? Avec une population totalement loin de l'islam, parce qu'ils n'ont plus accès à l'islam. Ils n'ont plus Ouais. accès au Coran. Et c'est vraiment quelque chose, subhanallah, d'incroyable qui s'est passé. Et Mm. cette Mm. simplification en fait de l'écriture a-t-elle influencé la prononciation et l'évolution du turc contemporain qu'on connaît à l'heure actuelle? C'est vrai qu'il y a eu des impacts profonds sur la prononciation et l'évolution du turc contemporain. L'alphabet latin a introduit une correspondance directe entre sons et lettres, ce Mhm. qui a fixé la prononciation de nombreux mots.
euh, l'alphabet latin, on considère que la prononciation est devenue plus stable, avec, comme je disais, la distinction claire des voyelles. Mais ce qui a été fait ici, c'est qu'en fait, ils ont réduit l'influence des langues persanes et arabes. Donc, avec l'alphabet latin, ces mots ont été simplifiés et remplacés par des équivalents turcs, Donc le entre guillemets, vocabulaire a été purs. changé. Le vocabulaire a été changé, C'était fini un peu tout ce qui faisait, en fait, tous les vocabulaires qui venaient de la langue arabe et de la langue des Perses, c'était rejeté. Et c'était une manière de trouver un turc qui était plus pur. Par exemple, on parlait de l'exemple le qalam en arabe, c'est devenu kalem. Le kitab, c'est devenu kitab avec un P. Donc cette turquisation, si je puis dire, a renforcé l'identité linguistique d'un turc et elle l'a rendu plus distinct de ses influences historiques. Et même par exemple, il y a le ayn qui a disparu. Nous, les Turcs, on dit plus Ali, mais on dit Ali. Oui. Alors que le il existait déjà, c'est le elif. Mais le ayn a été supprimé. Donc c'est vraiment une pauvreté là auquel on fait face. Hein. C'est pas même si j'ai dit que ça a la phonétique et l'écriture a commencé à concorder, on pouvait faire ça aussi avec la langue arabe. C'est juste un prétexte que eux utilisent pour. Enfin, eux. On parle de quel eux? Mais oui, ça a été un prétexte pour eux de dire ah bah regardez, vous avez vu, c'est plus simple avec la langue, avec l'écriture latine. Donc là, on voit que ce n'est pas seulement l'alphabet qui a été changé. Ils ne se sont pas limités à l'alphabet, mais aussi au vocabulaire qui était très inspiré donc de l'arabe et du persan. Donc là, on se retrouve avec des mots. On perd des mots dans le vocabulaire, en fait. Tout ce qui était, C'est par ça. exemple, tout simplement laakin se devient fakat, qui signifie la même chose. Hein. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, dans le vocabulaire turc, on a plusieurs mots qui signifient la même chose. On a la version arabe et la version turque, parce qu'ils ont voulu implémenter donc des versions turques de ces mots-là pour qu'on évite d'utiliser les mots en arabe, en fait. Par exemple, tout simplement, laakin est devenu fakat. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le vocabulaire turc. Nous avons la version arabe et la version turque du même mot, qui a la même signification. Donc là, on voit vraiment un vrai projet de s'éloigner, en fait, de son passé. Et Si je puis aussi, dire. si je peux rajouter aussi, il y a eu des ajouts des langues occidentales, le français, l'anglais, l'allemand. Voilà, on a introduit aussi des vocabulaires qui sont en fait ancrés encore de l'Occident. On a beaucoup, par exemple, on dit téléphone, on dit radio, enfin, on dit pas radio, on dit radio en turc. Mais voilà, Oui. il y a des mots comme ça qui s'ajoutent en fait dans la nouvelle, on va dire la nouvelle langue turque, la nouvelle écriture turque. Et c'est vrai que ça nous appauvrit de notre passé et c'est très dommage. Franchement, ça aurait pu se faire autrement et on aurait pu trouver un point de négociation entre l'écriture arabe et la nuance des mots, comme on parlait des voyelles la dernière fois. Enfin, on parlait de la voyelle juste précédemment. C'est vrai que ça aurait pu avoir un point d'entente, mais non. La réforme, elle a été Elle était vraiment stricte. Ouais. Et en fait, on ne s'est pas limité à remplacer les mots, mais aussi à implémenter des mots de ces pays occidentaux, en fait. C'est ça. On a implémenté plein de mots dans le vocabulaire, donc en français, en allemand, comme tu as dit. Et donc, vraiment, la langue, le turc ottoman, s'est transformé en un autre turc. Le turc contemporain, qui n'est pas du tout le même que le turc ottoman, parce que là, à l'heure actuelle, dès qu'on lit un texte qui vient du turc ottoman, on va comprendre les sens, le sens des phrases, mais il y a plein de mots, voilà, on connaît pas du tout ces mots parce qu'ils viennent de l'arabe ou du persan. C'est ça. Donc c'est très difficile de comprendre un texte dans son intégralité qui vient du turc ottoman parce que c'est quasiment pas la même langue. Il y a certes, la majorité en fait des mots c'est les mêmes, mais il y a énormément de mots qui venaient de l'arabe et qui sont souvent utilisés donc dans les textes en turc ottoman auxquels on n'a plus accès et qui sont très difficiles d'accès d'ailleurs. Et justement cela, la réforme du coup, cette réforme-là, a-t-elle entraîné un sentiment de perte d'identité ou de déconnexion avec le passé chez les Turcs justement? Ah mais là, totalement.
une perte de sentiment, un sentiment de perte d'identité. Ça a été vraiment brutal pour la communauté en Turquie à ce moment-là. Et c'est vrai que du jour au lendemain, où tu n'arrives plus à lire ce qui est écrit dans les universités, ou même quand tu rentres dans les mosquées, on n'arrive plus à lire ce on avait tendance à lire, ça devient vraiment... c'est comme si que ça fait un effet un peu schizo-paranoïde, tu vois, un peu... Mhm. On se pose des questions, on est qui? C'est vraiment des grosses questions, ça devient nous imposer une autre identité, une autre manière d'être, Mhm. et bien sûr que ça crée une déconnexion totale avec le passé. Comme je disais, l'abandon de l'alphabet arabe a rompu le lien direct avec les textes ottomans. En fait, on n'arrive plus à lire les documents littéraires, même religieux, alors qu'à la base, c'était accessible en réalité, surtout pour ceux qui savaient lire. Et là, il y a vraiment une tentative d'effacer cet héritage islamique, comme on le disait. Il y a aussi ce sentiment de marginalisation chez les personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées, ils se trouvent analphabètes du jour au lendemain, et ça a renforcé un fossé générationnel énorme entre la nouvelle génération qui apprend l'écriture latine, et puis eux qui avaient à la base appris l'écriture arabe, et ce ressenti-là, ça contribue à une exclusion culturelle, car en fait on peut ni écrire ni lire dans cette nouvelle écriture officielle. C'est subhanallah. En fait, on vit dans un pays et du jour au lendemain, on se retrouve à ne plus pouvoir lire, ni pouvoir écrire. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Si tu veux t'informer, tu ne peux plus t'informer, tu peux rien C'est ça. faire d'autre, et tu subis, en fait, tout simplement. Et c'est l'une Exactement. des nombreuses réformes qui a été faite durant ce temps avec Mustafa Kemal. Mm. Parce que, Et voilà. même, tu te rends compte, genre, du jour au lendemain, tu n'arrives plus à lire les romans que tu lisais à la base, les poèmes. Enfin, on parle de littérature ici, c'est des années et des années de travail qui ont été qui ont connu une table rase comme ça, d'un coup. Mais c'est comme tu disais, c'est une rupture brutale avec Mm. le passé ottoman, parce que la réforme, en fait, elle a entraîné une coupure avec l'héritage ottoman et islamique. C'est Et ça. les nouvelles générations, comme on l'a déjà dit, ils ne pouvaient plus lire les textes administratifs et juridiques de l'Empire ottoman, les œuvres littéraires et poétiques classiques, les livres religieux en turc ottoman, même les inscriptions sur les tombes des ancêtres. Cela Ah oui. donc a créé une amnésie en fait historique. Et j'insiste vraiment sur le mot amnésie historique. La Ouais, Turquie donc moderne, c'est un meilleur terme, ça, je pense que franchement, c'est une amnésie en fait. schizophrénie. C'est Ouais. ça, et la Turquie moderne ne pouvait plus accéder directement à ses propres archives sans apprentissage spécifique. Imagine en fait. Et là, c'est la base en fait d'une identité. Quand tu parles d'un pays, en fait, c'est quoi leur identité? C'est quoi leur nationalité? Quand tu parles, je sais pas moi, des Français, eh ben, c'est quoi leur identité? C'est la langue, c'est le français, tu vois. Ça fait partie de leur identité nationale. Et ça, on l'a enlevé en fait chez les Turcs de cette époque-là, en prétextant bien sûr l'alphabet, et ensuite en changeant le vocabulaire. Subhanallah. Exactement, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé durant donc cette période où les kémalistes s'attaquaient directement donc à tout ce qui était de loin ou de près en rapport avec l'arabe, C'est ça. et en parlant bien sûr de progrès vers la modernité et l'émancipation bien évidemment. Ouais, Quoi c'est de toujours le mieux? discours classique des C'est- démocraties, hein. Pour c'est- vendre un modèle, tu dois pouvoir être apte à dire ça c'est mieux, et on arrête avec la charia, enfin le Coran et tout, ça va 2 minutes, quoi. C'est très brutal en vrai, c'est une attaque aussi à notre religion, et c'est Mais là c'est où... ça, c'est ça. C'est les conservateurs et les religieux à l'époque. Ils ont subi ça comme une trahison de l'identité turco-islamique. Et je parle bien d'identité turco-islamique. Et beaucoup ont vu cette réforme comme un moyen de déraciner l'identité islamique de la Turquie et surtout de la couper du monde musulman. Et on va voir de toute façon que toutes les réformes qui ont été entreprises à cette période-là, c'était ça, c'était couper la Turquie du monde musulman, notamment avec l'abolition du califat, etc. Voilà, on sait très bien ce qui s'est passé par la suite. Hein. Oui. Et donc, concernant cela, certains groupes ont-ils tenté de préserver justement ou de continuer à utiliser l'arabe, l'alphabet arabe, malgré l'interdiction? Oui, certains groupes ont tenté de continuer à préserver cet alphabet arabe, malgré son interdiction en 1928.
et notamment la résistance des cercles religieux, des conservateurs. Et on parle des oulémas ici qui ont été réprimés, voire tués, hein, Bien sûr. s'ils avaient le malheur d'écrire en arabe ou de parler de religion. En fait, il y a eu deux personnes qui ont tenté de communiquer par des lettres en arabe et en fait, on est allé arrêter la personne parce qu'elle a écrit en arabe. C'est tout. Et vous voyez, cette manière de réagir de manière démesurée, en fait. C'est quoi le problème d'écrire en arabe? C'est logique, à la base, c'était ça a toujours été le cas. Non. À partir de 1928, et notamment, surtout son application en 1929, et bah, ça a été limite une grosse punition. Ça a été vraiment un gros problème. Et il y a eu aussi des madrasas qui ont essayé de préserver cet apprentissage de l'écriture arabe. Il y a eu aussi des milieux intellectuels, certains érudits ottomans qui ont essayé de continuer à utiliser leur alphabet arabe dans leur cercle privé. Mhm. D'ailleurs, il y a eu aussi des exils politiques de certains élites ottomanes. Donc oui, ça a énormément... il y a eu des tentatives de garder cet héritage islamique et lié à la culture arabe, mais malheureusement... ça n'a pas tenu parce qu'ils étaient trop répressifs de l'autre côté et au bout d'un moment, les gens, c'est soit leur vie, soit leur Ouais, écriture. Enfin, la plume, elle menace. Hein. c'est Et ça a ça. toujours été ça dans les dictatures. Hein. La pensée, elle est mise de côté en fait. C'est des manières de manipuler Oui, il y a une toute une répression population. totale. Hein. C'est ça. Mhm. Ouais. Et donc, les Turcs d'aujourd'hui, en fait, ressentent-ils encore les effets de ce changement sur leur rapport à l'histoire ottomane? Cette question-là, je vais répondre de manière plus personnelle. Mhm. En fait, je suis aujourd'hui victime et on a été victime de cette déconnexion avec notre histoire ottomane et religieuse. Hein. Moi-même, je vis des difficultés à me connecter avec mon passé ottoman. Je ne sais pas lire d'ailleurs l'arabe ottoman, on va dire, cette écriture ottomane. Donc oui, c'est une grosse frustration, on dirait. En fait, ça a tellement alimenté une inconscience chez moi et je pense que c'est peut-être le vécu de beaucoup de gens que tu sais même plus qui t'es, t'appartiens à qui, c'est qui tes ancêtres. Oui, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'est Ouais, important cet ancrage islamique, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les générations après. Pourquoi moi je suis pas au courant? Pourquoi j'ai vraiment vécu cette période-là où je me suis sentie perdue. Et c'est pas sécurisant finalement de pouvoir vivre cette déconnexion totale en fait, vraiment. Et ça a été un moyen de répression et de déconnexion et ça a bien marché parce que aujourd'hui je me considère vraiment victime et je pense que nous tous en Turquie, on est victime de cette désidentification de notre culture, de notre religion. Ça vient toucher comment on appelle ça? Nos dicts profonds internes, enfin ça vient toucher comment je pourrais dire ça? Notre corps. Ça vient toucher notre corps, nos actions, nos intentions. C'est fort en fait. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ton passé, tu peux pas savoir qui tu veux devenir et tu ne peux pas savoir qui tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui a contribué à toi d'être ce que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, on essaye de... C'est ce qui se passe aussi, tu sais, avec... je fais un petit parallèle avec ce qui se passe en Palestine. Mais en fait, on essaye de rendre... de moins complexifier les problèmes. On essaye de rendre comme si tout était lisse. À la base, dans les écoles de Abdul Hamid II, qui a essayé de créer des mektabs, de renseigner sa population, de les rendre plus savants, ils apprenaient déjà les deux écritures. Donc c'était déjà une richesse. En fait, t'avais le choix, mais non. À ce moment-là, tu apprends une seule écriture. Et c'est dommage parce que je pense qu'on aimerait tous être polyglottes, on aimerait tous écrire un maximum, etc. Et c'est vrai que à titre personnel et même à titre macro, on va dire, ça me frustre, Et je pense que cette rupture, ça vient nous empêcher à connaître notre histoire. Aujourd'hui, on doit être chercheur on doit être des universitaires pour pouvoir lire ça, tu vois, alors qu'avant c'était accessible aux gens du commun, tu vois. Mhm. C'est ça que j'essayais de dire. Oui, effectivement, en fait, là, à l'heure actuelle, si les Turcs ressentent vraiment les effets de ce changement, bien évidemment, leur alphabet a changé, leur vocabulaire a changé, donc forcément, ils n'ont plus cette connexion avec leur passé.
Et c'était le but principal de ce changement d'alphabet, parce qu'en une génération, 2 générations, ils ont réussi donc à couper totalement les ponts avec leur passé et à éloigner ce peuple du Coran, de l'islam, etc. Donc c'était vraiment un projet en fait, clair et net. Le but, c'était pas le taux d'alphabétisation comme ils le disent. C'était pas vraiment ça. On peut dire que oui, certes, ça a eu un effet sur le taux d'alphabétisation, mais cela n'avait rien à voir avec l'écriture de la langue. Parce que si c'était le cas dans les pays qui utilisent donc l'alphabet arabe, comme le Pakistan, ça serait pareil. Alors le taux d'alphabétisation serait de 10% pour le Pakistan aussi. En fait, c'est pas tu leur sais, langue, cette c'est pas leur question-là, langue. Ils parlent le ourdou et ils utilisent l'alphabet arabe. mais l'augmentation de l'alphabétisation en Turquie, c'était pas en fait l'écriture latine. C'était qu'en fait, à ce moment-là, c'est bon, tu as une république, il y a des dispositifs, des écoles qui se font petit à petit. Donc logiquement, que le taux d'alphabétisme augmente. C'est pas lié à l'écriture latine. C'est-à-dire que si on aurait continué avec l'écriture arabe, on aurait aussi connu ce taux d'alphabétisation en fait. Bien sûr. Parce que de toute façon, après la Première Guerre mondiale, la fondation de la République, etc., on arrive donc à une période où le pays se stabilise un peu, il n'y a plus la guerre, on peut entreprendre des projets en fait justement civilisationnels, j'ai envie de dire. Et donc ils en ont profité pour faire ça, en fait, pour mettre ces réformes en place. Pour le pire, j'ai envie de dire, parce que vraiment, pourquoi changer l'écriture ? Franchement, un exemple tout simple, c'est le Pakistan. Ils ne parlent pas l'arabe, les Pakistanais. Ils parlent ourdou et ils écrivent avec l'alphabet arabe. Pourquoi ? Parce que c'est l'alphabet du Coran. Parce que c'est l'alphabet qui les rapproche de l'islam. Tout simplement. C'est ça qui me rend... qui me désole un peu. C'est que si les Pakistanais aujourd'hui, ils arrivent à utiliser cette langue, pourquoi pas les Turcs ? Donc là, tu viens de m'apprendre quelque chose avec la langue ourdou, parce que justement, quand je lisais les articles, ça disait ils ont pu faire cette adaptation finalement. Parce que tout à l'heure, on posait la question de est-ce que ça aurait pu être adapté ? Et eux, ils ont su le faire tout en continuant avec cette langue arabe. Donc là, j'ai plus compris en fait comment on pouvait finalement adapter la langue arabe à l'écriture arabe, à la langue turque. Exactement. Ça a été Donc un exemple, ce n'était pas, c'était juste un prétexte utilisé par le gouvernement de l'époque et surtout Mustafa Kemal pour éloigner ce peuple de l'écriture arabe, l'alphabet arabe, afin de l'occidentaliser entre guillemets, moderniser le pays et surtout l'éloigner de ses principes, l'éloigner de ses valeurs en fait ancrées dans cette population qui était l'islam et leur grand passé ottoman. Et donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que tu pourrais dire s'il y a une redécouverte du turc ottoman et de l'alphabet arabe, est-ce que c'est un regain d'intérêt en Turquie notamment ? Ah oui, quand même, il y a une sorte de redécouverte du turc ottoman et de l'alphabet arabe, notamment avec des groupes plus conservateurs, on va dire, notamment les politiques conservatrices d'Erdogan quand même. Il a essayé dans les années 2010, renforcer cet héritage ottoman. Dans ses discours, on voit beaucoup qu'il essaye de s'imprégner aussi de cette histoire-là. Et ils ont aussi mis en place des dispositifs permettant d'apprendre. Aujourd'hui, vous pouvez être en seconde et choisir l'option écriture ottomane, langue arabe. Donc on est en capacité de le faire, mais aujourd'hui c'est pas non plus l'intérêt premier des Turcs. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un regain, mais les gens aujourd'hui qui sachent écrire, lire en arabe, c'est plus trop un enjeu malheureusement. Et c'est pas leur priorité, oui. C'est ça. Et après, je sais que dans les milieux plus religieux, quand on se renseigne normalement sur sa religion, forcément qu'on s'intéresse à sa culture, et dans ces milieux-là, on va dire qu'on serait plus amené à avoir cet intérêt pour notre culture. Et autre chose, où peut-être on peut dire qu'il y a un regain, c'est que par exemple, tu as des séries télévisées comme Payitaht Abdulhamid Khan, des choses comme ça qui nous permettent de nous reconnecter avec nos traditions, avec notre langue. Ça nous donne envie. Voilà, moi personnellement, je regarde bien cette série et ça me donne envie de m'appuyer sur mes vrais ancêtres. Et c'est magnifique. Aujourd'hui, il y a des tentatives comme ça dans la culture populaire, etc. Et Inch'Allah, que ça avancerait.
parce que Inch'Allah. et que ça a des effets sur nos propres pratiques à nous et qu'on augmente en fait ce savoir historique qui va nous connecter encore une fois à Allah. Tout ça pour Exactement. tout ça pour venir à ça, parce que c'est aujourd'hui très technique, intellectuel et tout ce qu'on dit, mais finalement, c'est vraiment l'intérêt, c'est de se connecter à des personnages comme Sultan Suleiman, tu vois, Abdulhamid Khan. Ça a été des personnages qui ont été une des causes de l'expansion dans l'islam, dans le monde entier. Donc, et encore plein d'autres, et encore plein d'autres. Mais vous voyez, j'aimerais tellement vous exposer aujourd'hui plein de personnalités que j'ai étudiées, mais aujourd'hui, bon, vous voyez, je suis aussi victime de ce manque de connaissances et je l'assume. Et je pense qu'on est un peu tous dans cette situation-là, malheureusement, en tant que Turc en Turquie ou en Turc en France aussi. C'est vrai que depuis 2002, en fait, depuis que Erdogan est passé au pouvoir, c'est vrai que on fouille dans les archives ottomanes, C'est ça. on essaye justement de traduire le plus de livres possible pour que ce soit accessible à la jeune population turque. Et c'est vrai qu'il y a un effort concret et réel qui n'a jamais été fait auparavant avec, C'est ça. bien sûr les gouvernements passés. Et donc là, c'est déjà bien qu'on puisse traduire tout ça afin que ce soit déjà accessible à la population turque. Même s'ils ne lisent pas le Inch'Allah. turc ottoman, cela au moins Mm. va leur permettre d'avoir accès aux véritables sources de leurs ancêtres. Ensuite, pour conclure, j'aimerais dire que effectivement, si on regarde les statistiques, il y a eu une augmentation spectaculaire du taux d'alphabétisation. Mais comme on l'a dit, c'était pas parce qu'on avait changé d'alphabet. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y avait des écoles qui ont été mises en place. C'était après la Première Guerre mondiale, donc le pays était stable et donc il y avait cette prolifération pour le savoir et l'apprentissage. Et c'est sûr qu'on peut aussi dire qu'il y a une meilleure adaptation du turc à l'écriture phonétique. C'est-à-dire, le turc, ça se prononce très facilement. Vous lisez toutes les lettres. C'est pas comme le français. C'est très simple à lire le turc. Vous prononcez toutes les lettres qu'il y a. Et voilà, même un français, il est capable Il peut de lire lire. le turc. Ouais. Certes, il va pas comprendre ce qu'il dit, mais il est capable de le lire. Et après, C'est ça. bien évidemment, il a une intégration qui est facilitée avec le monde occidental. Cependant, et j'insiste là-dessus, est-ce que ça valait le coup? Quelles sont les pertes? Rupture totale avec le passé historique et culturel. Ensuite, les difficultés d'accès aux sources ottomanes. Troisièmement, la perte d'un lien direct avec le monde musulman. Et c'est le lien le plus important. Et bien évidemment, cette réforme de l'alphabet turc est une transformation majeure qui a façonné la Turquie moderne en la projetant vers l'avenir, mais surtout en l'éloignant de son propre passé historique. Et là, comme débat contemporain, aujourd'hui, certains en Turquie militent pour réintroduire l'apprentissage du turc ottoman, comme tu l'as dit. Alhamdoulilah, donc là, c'est fait. On peut choisir en LV2, c'est ça que tu as dit? C'était en LV2 J'ai compris qu'en seconde, ils pouvaient faire ça. Voilà. Après, je sais En pas. seconde, ils Voilà, peuvent en choisir, tant qu'LV2, je pense ouais. qu'avec l'anglais, ils peuvent aussi prendre le turc ottoman. Et voilà, mais tout cela, comme on l'a déjà dit, sans revenir bien évidemment à un changement d'alphabet. Parce que ce qui est fait, et vraiment, imaginer repasser donc, à l'alphabet arabe, ce serait vraiment, je n'imagine même pas en fait, le coût déjà économique de cela. Et du jour au lendemain, encore une fois, une population totale va se retrouver illettrée. Et surtout, on n'est plus sous une dictature, comme certains prétendent l'être, bien sûr. Donc on ne peut pas imposer aux gens cela. Et comme cela a été fait en 1928 par Mustafa Kemal. Mais si je me trompe pas, tu me corriges si j'ai tort, mais en 2014, Erdogan, il a essayé de proposer cet enseignement dans les écoles. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'opposition justement Oui, de la ça part de est- la population. Ils ont essayé et malheureusement, ça avait été refusé, rejeté même. Là, c'est très récent en fait. C'est très récent, je veux dire, il n'y a que quelques années en fait que Oui. ça a été mis en place. C'est comme les cours religieux. Erdogan a pas mal lutté aussi pour Oui. introduire les cours religieux optionnels. C'est pas obligatoire, j'insiste, mais même optionnel. Le CHP en Turquie, qui est le groupe opposé au AKP, Progressiste. Ouais. voilà, je vais pas donner d'adjectif. Le CHP donc est totalement contre, même pour une option en fait. Les enfants ont l'option d'avoir donc des cours islamiques, notamment des cours d'histoire, des cours pour l'apprentissage vraiment de savoir islamique. Pas forcément le Coran et les hadiths, mais vraiment de la jurisprudence, etc. Et voilà, ils étaient opposés, mais alhamdoulilah, c'est passé. Donc là, à l'heure actuelle en Turquie, bien sûr, on a cette option-là de pouvoir choisir en option
un savoir islamique en option, quoi, en apprentissage. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc voilà, ça évolue, alhamdulillah, petit à petit, mais c'est vrai que la claque historique qu'a subi en fait ce peuple est indéniable. Yani, perdre son passé, perdre le fait de tout simplement, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On arrive en Turquie, on arrive bien sûr à un cimetière, il y a des pierres tombales, incapacité de lire cette pierre tombale. Et ça, en fait, c'est là que ça fait mal. On voit des pierres tombales, on est incapable de lire. On ne sait même pas qui, c'est écrit quoi dessus, en fait. C'est vrai. On ne sait pas c'était qui la personne qui est morte. Bon, on ne sait pas c'est quand, pour ceux qui ne savent même pas déchiffrer les chiffres arabes. Parce que, encore heureux, la majorité savent les chiffres, etc. Donc, ils arrivent à voir les dates à peu près. Et même les dates, c'est en hijri. Donc, même là, les gens, ils ont du mal un peu, tu vois. Parce que, bien sûr, le calendrier aussi a été changé. Le calendrier aussi a été changé, effectivement. Le jour de repos aussi a été changé. Le jour de repos, c'était, bien sûr, le jour férié, c'était Juma'a, donc le vendredi. Mais non, c'est pas possible. Comment pouvons-nous garder un jour comme le vendredi, comme jour de repos? Il faut que ce soit le dimanche. Parce que la Turquie, c'est un pays moderne et démocratique, donc il faut que ce soit dimanche. Donc ce jour aussi a été changé. Et il y a encore énormément de choses qui ont été changées. Mais Inch'Allah, nous allons voir aussi ces autres côtés-là avec merveille. On va essayer de se caler un autre podcast très prochainement pour pouvoir discuter justement de ce genre de sujet, parce qu'on sait que ça intéresse beaucoup de personnes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour aujourd'hui, Merve? En réalité, je pense que c'était bien complet. J'ai envie de parler en turc, tu sais, genre en dire olmaz olsun böyle çağdaşlaşma. C'est pour les auditeurs turcs pour qu'ils ne... Comment tu pourrais traduire ça? C'est mieux ne pas vivre toute cette modernisation comme on nous l'a vendu et rester encore ancré. En fait, c'est ça où le problème... Je voudrais ajouter un truc. Alors, en fait, derrière la pensée kémaliste et le parti des jeunes turcs, en fait, ce qui signifie derrière tous ces changements-là, du changement de l'alphabet, jusqu'à la tenue vestimentaire, jusqu'au le changement du mois de repos, du calendrier, c'est une manière de dire que l'islam est un frein. C'est une manière de supposer que l'islam, c'est un moyen qui va nous ralentir dans notre... Régresser. Voilà, qui va nous faire régresser. Et subhanallah, avoir juste une hypothèse comme cela et dire ça comme une évidence, c'est tellement dangereux. Et c'est ce qui est passé comme message. Aujourd'hui, tu commences à prier, tu commences à un peu t'intéresser à ta religion, on va dire arrête de faire l'arabe, tu vois. Malheureusement, et ce genre de truc, ça vient de toute cette histoire-là. D'où l'intérêt de ce podcast, en fait, et de cette prise de conscience, Inch'Allah. Effectivement, c'est très bien ce que tu as dit, parce qu'en fait, c'est vrai. Concrètement, en Turquie, dès que vous vous rapprochez un peu de l'islam, dès que vous commencez à utiliser certains mots, etc., c'est vrai qu'on va vous faire cette réflexion. Arrête de faire l'arabe. Parce qu'en fait, déjà d'une, il a ce complexe de supériorité. Il se sent supérieur aux Arabes. Malheureusement, c'est ce qu'il faut dire. Hein, ils se sentent supérieurs aux Arabes. Pour eux, voilà. Et voilà. Par exemple, même par rapport à ce qui s'est passé en Palestine, nombreux sont à dire, mais pourquoi on devrait les aider? Ce sont des Arabes. Que les Arabes les aident, en fait. Nous, on sait ce qu'ils nous ont fait, les Arabes. Il parle bien sûr de ce qui s'est passé avec les El Saoud. Donc là, il mélange tous les Arabes. Il les met tous dans le même sac, que ce soit les Syriens, les Irakiens, tout ce que tu veux. Et vraiment, il mélange un tout petit groupe qui ont trahi l'Empire ottoman. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que, encore aujourd'hui, plus de 100 ans après, on va parler de ça. Et c'est fait exprès, en fait. C'est fait exprès, ça va circuler. Cette narrative, en fait, elle va tout le temps circuler. Et ça permet justement de déconnecter la Turquie avec ce monde musulman. C'est ça. Malheureusement. En espérant, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal le permette, que les Turcs renouent véritablement leur lien avec le passé. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Alhamdoulilah, et on peut le dire quand même, c'est ce qui se passe. Et que voilà, cela ait des répercussions sur les nouvelles générations qui se rendent compte en fait de leur passé. Voilà, moi je pense qu'on a à peu près tout dit pour ce podcast, Merveille. Alhamdoulilah. N'hésitez surtout pas à nous suivre. Merci à toi d'être présente dès qu'il le faut, en tout cas. On va se reprogrammer un rendez-vous d'ailleurs très prochainement. N'hésitez surtout pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc. On est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc n'hésitez vraiment pas à mettre votre avis, mettre des étoiles. Cela va nous accorder plus de visibilité et permettre à d'autres musulmans, Inch'Allah, de découvrir donc ce podcast afin que cela soit bénéfique pour tout le monde. Donc, assalamu alaikum et à très prochainement.